Eh bien bonjour à toutes et à tous, donc je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va concerner les armes de collection en achat d'occasion, bien évidemment puisque ça ne s'achète pas neuf, et les armes de loisir et les armes opérationnelles en neuf ou en occasion quand on débute le tir. Donc nous allons commencer de suite après ça. Donc merci pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, abonnez-vous, appuyez sur la petite cloche bleue, ça référence la chaîne. Nous sommes déjà 495, donc il faut absolument qu'on arrive au palier des 500 rapidement, voire des 1000, hein, puisque la chaîne est en pleine évolution. Donc merci de la soutenir et merci à vous et à tous ceux que je connais qui soutiennent la chaîne, qui forment une très bonne petite communauté, donc pour ne pas dire un groupe, pour ne pas être sectaire. Donc la chaîne est là pour un but convivial, dans un sens d'éducation si j'ose dire, et de pouvoir vous expliquer pas mal de choses sur l'armement et tout ce qui concerne l'armement, autour de l'armement, et plus encore sur les vidéos futures. Donc surtout, abonnez-vous, cliquez sur la cloche, je sais je me répète, mais vous serez au courant des vidéos futures, c'est une par semaine. Donc nous allons commencer de suite, c'est parti, on y va. Alors, le premier choix pour une arme quand on débute le tir. Alors, déjà, il faut savoir ce que l'on veut faire. Donc, soit on veut faire du tir de loisir pur et dur. Donc, dans ces cas-là, on ne va pas chercher à avoir de l'opérationnel à 200%. Mais sachez bien que l'opérationnel peut pallier au loisir. Donc ce qui est pas plus mal. Donc, autant faire d'une pierre deux coups. Ensuite, arme de poing ou arme d'épaule. Donc ça, c'est un petit peu délicat dans le sens où, quand vous allez débuter le tir, déjà par rapport à vos préférences personnelles, ce n'est pas parce que vous allez préférer une arme d'épaule, donc fusil d'assaut ou un fusil de collection pour faire du tar ou pour faire du tir de loisir par exemple, ou une carabine à verrou de TLD, que vous allez forcément être bon. Je m'explique, en fait, il va falloir acheter l'arme qui est adaptée à vous. Donc c'est-à-dire que soit vous pouvez être très bon en arme de poing, mais pas être très bon en arme d'épaule, et vice-versa. Donc ça, c'est un facteur qui est à prendre en compte. Donc déjà au départ, il va falloir calculer et essayer de savoir si vous êtes plus à l'aise sur une arme de poing ou une arme d'épaule. Donc ça, en général, vous avez tout ce qui est instructeurs de tir, surtout dans les stands de tir, qui vont pouvoir vous le dire, donc suite à des tests qu'ils feront avec vous quand vous allez commencer le tir. Donc ça, c'est un facteur qui est à prendre en compte, vachement important. Ensuite, attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir les deux. Donc si vous avez les deux, il va falloir travailler plus sur l'arme sur laquelle vous êtes le moins à l'aise. Donc, alors, arme neuve ou arme de collection? Ça, c'est une très grande question. Donc là, on va parler budget. Alors sachez que l'achat d'une arme à feu, ça a un coût, bien évidemment, donc plus ou moins important. Et il y a une chose qui est à prendre en compte, c'est la revente. Donc c'est-à-dire que si, pour une raison X ou Y, vous devez vous séparer de votre arme, puisque vous voulez acheter un modèle supérieur par exemple, ou changer tout simplement d'arme, il va falloir la revendre. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir retenir dans le sens où une arme doit être en parfait état, bien évidemment, mécanique, extérieur, intérieur. Et il va falloir faire en sorte que votre arme soit la plus propre possible pour pouvoir la revendre. Donc ça, j'y reviendrai sur d'autres vidéos. Ça, c'est une question d'entretien. C'est pareil, on n'entretient pas une arme n'importe comment et avec n'importe quel produit. Alors, pour ceux qui n'ont pas un budget conséquent, je dirais que partir sur une arme d'occasion, ça peut être une bonne solution. Mais attention, si vous achetez une arme sur un site, il y a plusieurs facteurs qui sont à prendre en compte, notamment les photos. Une arme, première chose à savoir, les photos de l'arme. Donc, recto verso, donc face comme ça, face de l'autre côté. Ensuite, le dessus, le dessous. Ça, c'est les 4 photos principales. Ensuite, tout ce qui est numéro de série, bien évidemment, ça, ça va de soi, ils doivent apparaître. Donc, ça pose normalement pas de problème pour quelqu'un de sérieux. Ensuite, on va vous dire, il a tiré tant de coups. Alors, vrai ou faux? Vous ne pourrez jamais le savoir. Je vous le dis de suite, vous ne pourrez jamais le savoir. Donc à l'heure d'aujourd'hui, il est très difficile de savoir une arme, combien de coups elle a tiré. Donc la seule façon de le savoir, enfin la seule façon, c'est pas une science en soi, c'est l'usure au niveau
de la prise de rainure, donc juste après la chambre. C'est là où la partie va s'user le plus en fait. Alors il y a une petite solution qui est pas mal, qui n'est pas une science en soi, mais qui vous donne un ordre d'idée, c'est de prendre une munition, de la mettre à l'envers, donc une ogive, vous la mettez à l'envers au niveau de la bouche du canon. Donc c'est ce qu'on appelle une munition test. Ça va vous donner un ordre d'idée de l'usure éventuelle. Donc c'est-à-dire que vous prenez une arme neuve, vous mettez l'ogive à l'envers dans le canon. Donc là j'en ai pas pris malheureusement, j'ai oublié. Vous allez faire un petit trait au marqueur ou avec un produit quelconque qui va laisser une trace. Vous allez la garder, vous allez bien la spécifier comme quoi c'est une test. Vous allez prendre l'arme, donc d'occasion, et vous allez la rentrer à l'envers dans la bouche du canon. Et donc là, normalement, par rapport aux traces que vous avez faites sur une arme neuve, suivant comment elle va s'enfoncer à l'intérieur, ça va vous donner un ordre d'idée de l'usure du canon, entre guillemets. Mais alors attention, je ne dis pas que c'est la solution ultime. C'est simplement à titre indicatif. Donc ça vous donne déjà un ordre d'idée. Ensuite, première chose à vérifier, donc on fait un petit contrôle technique rapide extérieur. Donc de toute façon, les premières choses qui sont à regarder, si vous avez l'arme dans les mains, donc c'est tout ce qui est coups, rayures, voir si elle est bien propre, s'il n'y a pas d'éclat, si elle n'a pas chuté, etc., etc. Donc ça c'est facile à voir, hein, notamment au niveau des organes de visée, au niveau du guidon par exemple, la hausse, et j'en passe. Ensuite, chose importante pour une arme semi-automatique, pour un pistolet, le jeu du chargeur. Ça, c'est à regarder, à prendre en compte. Donc, il faut regarder le jeu du chargeur. Première chose. Culasse. Le jeu de la culasse. Regardez s'il n'y a pas trop de jeu. Si vous la prenez, ça fait gling, 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 vous laissez tomber direct, vous ne cherchez pas à comprendre. Ensuite, l'état de propreté de l'arme à l'intérieur. Donc, ça vous donnera déjà un ordre d'idée, suivant comment elle a été entretenue, si elle est bien entretenue et si elle a été bien entretenue. Ensuite, le chien. Donc là, au niveau du chien, le jeu. Regardez le jeu au niveau du chien. Il ne faut pas qu'il y ait de jeu. Enfin, un minimum. Donc si ça se balade comme ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Alors attention, si vous tombez sur une arme où il y a du jeu de partout, bah, de toute façon déjà vous ne la prenez pas, ou alors si par exemple il y a du jeu dans le chien, ça peut être dû à des manipulations à sec. Ça arrive, donc bon, dans ces cas-là, c'est le chien qui est à changer. Donc, à faire expertiser par un borne armurier compétent. Alors, si vous achetez une arme chez un armurier d'occasion, dites-vous bien une chose, c'est que vous avez des armuriers qui sont plus ou moins professionnels, qui vont vérifier l'arme déjà à l'avance avant de la vendre. Donc ça, là-dessus, c'est garanti 200%. Les mecs, ils savent ce qu'ils font, ils connaissent leur métier, ils ne vont pas vous vendre une gaufrette. Par contre, vous en avez d'autres, ils vont prendre l'arme, ils ne vont même pas la vérifier, ils vont la mettre au coffre et terminer, ils vont vous la revendre comme ça. Donc là, c'est à vous de faire les petites vérifications d'usage que je viens de vous expliquer. Donc par exemple, là, vous voyez ici, là, on a une petite usure, enfin, c'est même pas une usure, c'est une trace de frottement. Donc ça, c'est dû au holster, et ça, je le sais. Donc, c'est pas quelque chose de grave, c'est simplement dû au holster. C'est autre chose, parce que ça a été une arme de service. Donc, voilà pour ce qui concerne les armes semi-automatiques, arme de poing. Ensuite, évidemment, vous regardez bien s'il n'y a pas de piqûre. Hein. Alors attention. Alors il y a une chose aussi qui est importante au niveau d'un canon. Vous avez des caméras qui font une espèce de tube, là. Vous savez, les caméras avec lesquelles on regarde dans des tuyaux d'évacuation d'eau, etc. Ça, c'est génial pour les canons. Ça vous donne aussi un ordre d'idée. Donc, par contre, si vous allez vérifier une arme pour son état, pour pouvoir l'acheter, que vous vous baladez avec ça, que le mec, il est réticent en vous voyant sortir ça, déjà, vous avez compris que là, il y a un problème. Donc déjà. Ensuite, posez les bonnes questions. Dans quelles conditions il a tiré? Est-ce que c'est une arme de collection? Est-ce que c'est une arme de loisir? Est-ce que c'est une arme de service? Est-ce que ça a été une arme de service ou pas? Donc ça, il y a beaucoup de choses qui sont à savoir. Alors, pour ce qui concerne, maintenant, on va parler d'un revolver. Donc, un revolver, là, ça devient un petit peu plus compliqué. Alors, on va prendre celui-ci, par exemple. Alors, la première chose qui est à vérifier, c'est la synchronisation du barillet. Je m'explique. Ici, c'est ce qui s'appelle les chambres. Ça doit être pile en face du cône.
qui se trouve à l'intérieur. Pile, c'est ce qu'on appelle une synchronisation. Donc, vous voyez, regardez. Voilà. C'est ça la synchronisation. Il ne doit pas y avoir de jeu. Quasiment pas. Ou très peu. S'il y a beaucoup de jeux, il y a une pièce qui est à changer. Ensuite, ici. Alors, j'espère qu'on va bien le voir au niveau de la vidéo. Donc voilà, je vais essayer d'incliner. Là, à ce niveau-là, au niveau du cône, autour du cône, vous avez tous les déchets de tir qui vont s'y mettre. Donc, c'est-à-dire le plomb, les quelques déchets de cuivre, etc. Donc, vérifiez bien si c'est propre, si c'était bien nettoyé. Donc ça, c'est un gage de sécurité au niveau de l'entretien de l'arme. Pareil, si vous avez une lampe ou un objet brillant, regardez à l'intérieur du canon la prise de rainure. Très important. Ensuite, pour regarder un canon, je l'avais déjà expliqué dans une autre vidéo, donc vous prenez un objet brillant, vous faites un effet de lumière sur l'objet brillant pour que ça fasse comme un miroir, vous regardez à l'intérieur du canon, vous faites des reflets, vous regardez s'il n'y a pas de piqûre. Donc ça nécessite de passer un coup de chiffon dans le canon avant, ou un coup d'étoupe. Donc là, si le canon est piqué, vous laissez tomber l'affaire. Ensuite, une chose très importante sur une arme à feu telle qu'elle soit, que ce soit un revolver, que ce soit un pistolet semi-automatique, sur un fusil d'assaut, c'est beaucoup plus compliqué puisque en fait vous avez le frein de bouche ou le flash hider qui est là, mais en général ça a protégé la bouche du canon, donc il n'y a pas de souci. Ou alors ce sont des coups de baguette méchants qui ont été donnés, c'est une chose à vérifier. La bouche du canon ne doit comporter aucun astigmate de coup. Aucun. C'est extrêmement important, la bouche du canon. Ensuite, bon, même topo, les organes de visée, voir s'il n'y a pas de jeu dedans, l'aspect extérieur, toujours pareil. Vous avez aussi la détente, donc pareil pour l'arme semi-automatique 2 points, j'en ai parlé tout à l'heure. Au niveau du chien, donc vous faites la même chose au niveau de la queue de détente. Regardez, là j'ai 0 jeu, hein. Il n'y a pas de jeu, donc voilà. Hein. Donc ça, c'est les premières choses à vérifier. Donc on va le mettre en position sûreté. Donc voilà, barillet ouvert. Donc toutes les armes sont en position sûreté, culasse ouverte, pas de chargeur, levier d'armement à l'arrière. Donc ça c'est impératif quand vous manipulez une arme, c'est la première chose à faire. Alors sur un fusil d'assaut, exactement la même chose. Jeu que de détente. Le garde-main, si c'est un garde-main qui a été changé ou quoi que ce soit, vous vérifiez bien qu'il n'y ait pas de jeu. Première chose. Les organes de visée, donc ça c'est aléatoire parce que ça se change. Donc on va dire qu'on s'en fout un peu. Bon, moi perso, j'y fais pas trop attention, c'est pas ce qui m'intéresse. La chose la plus importante sur un AR-15, par exemple, c'est le jeu entre la partie basse et la partie haute. Vous prenez la partie basse, la partie haute, et vous jouez avec. Alors attention, il existe des cales spécifiques que l'on peut mettre entre les deux. D'ailleurs, c'est fait pour ça, pour éviter le jeu. Donc, si c'est le cas, donc vous l'ouvrez bien évidemment, vous enlevez la culasse, vous enlevez la cale, vous remettez en position verrouillée, vous remettez la goupille, vous verrouillez et vous regardez. Il ne doit pas y avoir énormément de jeu. Ça, c'est vachement important. Regardez au niveau de tout ce qui est glissière à l'intérieur s'il n'y a pas de coup. Hein. Au niveau de la chambre, pareil, vous regardez s'il n'y a pas de coup. Au niveau du canon, idem, vous regardez s'il n'y a pas de coup au niveau du flash hider, du frein de bouche, etc. L'aspect extérieur, donc rayures, coups, ça va très vite sur une arme. À vérifier si tout est en ordre. La queue de détente, j'en ai parlé. Donc pareil, le levier de sûreté, regardez, j'ai 0 jeu là. Il ne doit pas y avoir de jeu, normalement. Donc ça, c'est beaucoup de choses qui sont à voir sur une arme d'occasion, si vous voulez en choisir une d'occasion. Bon, sur une arme neuve, hein, évidemment, c'est même pas la peine d'essayer, parce que de toute façon, elle est neuve, donc elle est garantie. Bon, quoique des fois, on peut avoir des surprises. Hein. Regardez, Schmeiser, la queue de détente, elle a lâché. Hein. Donc, ce qui explique pourquoi j'étais obligé de la changer, mais de toute façon, je devais le faire. Bon, ça, c'était pour la petite parenthèse. Donc, maintenant, on va passer sur une arme de collection. Donc là, je vous ai sorti un très beau modèle. Donc, c'était un Lee Enfield. Pour les connaisseurs, c'est un modèle 1911. Qui se reconnaît à deux choses par rapport à un autre. Donc ça, c'est pour la petite histoire, hein, rapide. Hein. C'est que là, vous avez cette pièce-là qui est géniale. Qui, elle, va empêcher une munition de monter. Donc ça, c'est le top du top. Et vous avez ici, là, cette petite réglette qui, elle, est une hausse. Mais ça, je l'expliquerai quand on fera de la collection. Ça, c'est bien particulier, ça. Donc voilà. Donc là, il est dans son jus.
Donc, pour une arme comme ça qui est dans son jus, vous risquez d'avoir des traces de manipulation au niveau de la crosse, etc. Donc ça, c'est tout à fait normal. Les premières choses qui sont à vérifier sur une arme de collection, telle qu'elle soit, Première ou Deuxième Guerre mondiale, peu importe, c'est les numéros d'immatriculation de l'arme. Si elle est monomatricule, déjà, elle a une certaine valeur. Si la culasse n'est pas au même numéro, c'est pas grave en soi, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous ne serez pas capable de savoir si la culasse a été changée pour une raison X ou Y, par les armuriers de l'époque régimentaires, pour une casse ou quoi que ce soit, ou si c'était repris par l'ennemi et ils ont remplacé la culasse par une autre, puisque les armes étaient abandonnées en général sans les culasses. Donc bon, on va dire que c'est aléatoire. Donc, par contre, si la culasse n'est pas au même numéro que l'arme, donc c'est pas grave dans ce sens-là, mais par contre, ça fait chuter déjà le prix. Ça, je vous le dis de suite. Ensuite, pareil, vous regardez bien, surtout sur une arme de collection, tout ce qui est traces d'oxydation. Donc, au niveau de la chambre, au niveau de l'alimentation, au niveau de la culasse et au niveau du canon à l'intérieur. C'est hyper important. Pareil, prise de rayure. Vous regardez à l'intérieur au niveau de la chambre, la prise de rayure. Je sais, c'est pas facile, mais avec une caméra, comme je vous expliquais tout à l'heure, ça s'achète à Lidl, puisque moi j'en ai une et elle marche très bien. Vous mettez la caméra à l'intérieur au niveau de la chambre, vous jouez un petit peu avec la caméra, vous regardez sur votre écran, vous zoomez, vous allez vite voir s'il y a un ion ou pas, ou s'il y a une piqûre. S'il y a des piqûres, vous allez le voir tout de suite. Donc ça, c'est pareil, ça va faire chuter le prix. Attention, quand on vous parle de canon miroir, sous-entendu, un canon ne sera jamais miroir sur une arme de guerre, Première ou Deuxième Guerre mondiale. C'est une façon de parler. Quand on dit canon miroir, ça veut dire qu'il est propre, ça va faire un effet miroir. Mais en général, à l'époque, c'était de la poudre qui esquintait les canons, c'était pas de la poudre anti-corrosion comme aujourd'hui. Ça n'a rien à voir, ça, il faut bien vous le mettre dans la tête. Donc une arme avec un canon d'origine, une arme de collection, ça n'a rien à voir avec une arme actuelle d'aujourd'hui. Ce ne sont pas du tout les mêmes munitions, ce n'est pas les mêmes poudres. Le chargeur, par exemple, aussi, par exemple sur le Lee-Enfield, là, hein, donc, lui, il a son chargeur d'origine, donc c'est pareil, hein, ils sont immatriculés pour certains, d'autres non. Donc est-ce que c'est grave ou pas? Moi je dirais que non, ça on s'en fout un peu. Donc c'est pas ce qui va lui faire enlever la valeur. Donc la sangle, vérifiez si c'est bien une sangle d'origine avec les tampons. Donc pour ce qui est anglais, tout ce qui est britannique, c'est la patte d'eau. Donc vérifiez bien les numéros de série, la date. Par exemple, celui-ci, il a une certaine valeur puisque c'est un 1911, c'est un modèle particulier, donc par rapport au modèle 1917. Et celui-ci, il est vraiment monomatricule. Donc vraiment, j'ai fait une belle affaire ce jour-là. Enfin, ce jour-là, ça fait déjà un bail que je l'ai. Donc je l'ai peut-être un petit peu rénové moi-même, donc il n'était pas dans cet état-là. Hein. Donc ça demandait beaucoup de travail. Donc c'est pareil, soit vous avez une crosse qui est un petit peu esquintée, bon ça c'est pas encore trop grave, mais vous ferez chuter le prix. Soit vous allez avoir une crosse qu'il va falloir travailler, donc c'est ce que je vous explique, une crosse qui a des ions, donc il va falloir la travailler, ou alors vous allez la laisser telle que pour avoir une arme dans son jus. Donc là, c'est à voir aussi ce que vous voulez faire exactement. Donc ça c'est pareil, faites attention avec ce genre de choses, parce que les crosses, sur une arme de collection, vous pouvez avoir une multitude de pièces qui ont été changées dessus. Vous pouvez avoir des pièces d'un Lee-Enfield modèle Première Guerre mondiale avec des pièces Lee-Enfield Deuxième Guerre mondiale. C'est déjà arrivé. C'est fréquent chez les Mauser, par exemple. Donc des pièces yougoslaves montées sur des Mauser allemands et vice-versa. Des pièces après-guerre montées sur des Mauser allemands. C'est inimaginable. Donc tout ce qui est armes de collection, soyez bien conscient qu'il y a énormément de bidouilles. La simple pièce qui a été changée, qui n'est pas d'origine, qui est après-guerre, ou qui a été bidouillée, ça va faire chuter le prix. Ça, c'est tout à fait logique. Ensuite, une chose qui est très importante sur une arme de collection, les vis. Elles ne doivent avoir quasiment aucun ion. Quelqu'un qui respecte une arme de collection, il va prendre des précautions pour pouvoir dévisser et nettoyer son arme et faire de l'entretien ou changer une pièce éventuellement. C'est pareil, si les vis sont esquintées, etc., c'est pareil, ça veut dire que le mec, il a fait n'importe quoi avec. Donc, bon, vous me direz, les vis, on peut les changer. Bon, c'est pareil, on fait chuter le prix. Sachant que, par exemple, sur un Mauser, vous avez les vis qui sont matriculées. Donc, ça veut dire que si vous devez changer une vis sur un Mauser, eh ben, ce ne sera pas la vis d'origine. Alors qu'en fait, la vis qui a été esquintée, c'est la vis d'origine. Donc, ça fait chuter le prix aussi. Donc, ça, c'est les conseils que moi, je vous donne. Le bronzage, très important. Vérifiez si le bronzage n'a pas été refait.
Donc ça c'est simple à voir, hein. De toute façon vous le voyez de suite. Hein. Là, vous voyez, c'est son bronzage d'origine. Il n'a pas été retouché, on le voit bien. Hein. Il y a quelques traces d'usure, bon c'est pas bien méchant. Donc voilà, il y a quelques traces de piqûres, mais c'est pas bien méchant non plus. Donc moi ça me va très bien, je le voulais comme ça, il est dans son jus et il tire parfaitement droit. Et il tire très bien, il est très précis. Donc voilà pour les armes de collection. Alors, armes d'occasion actuelles. Donc on va reprendre la R15 par exemple. Soit vous allez tomber sur un R15 qui est complètement équipé, donc avec la poignée, la crosse qui a été changée, donc etc., etc. Demandez ou essayez de voir si c'est des poignées de qualité, crosse de qualité, que ce ne soit pas des copies d'AliExpress. Pareil pour les poignées, pareil pour les montages. Si il y a un optique dessus, c'est pareil, vérifiez le montage. Si le mec il a mis un montage AliExpress, c'est même pas la peine, ça va faire chuter le prix, c'est tout à fait logique. Idem pour tout ce qui est pièces extérieures, ambidextres, vous avez des pièces chez AliExpress qui existent. Faites vachement attention à ça. N'achetez pas ces saloperies-là. On parle d'une arme à feu. C'est pas pour rigoler une arme à feu. On rigole pas avec une arme à feu. Surtout avec les pièces. Ce sont des pièces qui sont homologuées, des pièces de marque, qui sont vendues en tant que telles et faites pour. Soyez vachement vigilants avec ça. Les leviers d'armement, par exemple, il y en a sur AliExpress. Négatif. Donc vérifiez bien que tout soit d'origine par rapport à l'arme, ou si ça a été modifié, que ce soit, je ne sais pas, je prends un exemple bidon, du Strike Industries, de l'aéroprécision, parce qu'ils font des leviers d'armement, la poignée, bah, c'est soit du Magpul, soit du CA Tactical, du Fab Défense, pareil pour la poignée avant, etc., etc. Les tubes de crosse, c'est pareil, faites attention, ça se vend sur AliExpress aussi. Deux modèles, commercial, mid-spec. Quelle est la différence? En fait, vous en avez un qui est plus épais que l'autre au niveau du diamètre. Il est plus large. Donc le commercial est légèrement plus large et le mil-spec, il est plus serré. Donc c'est un diamètre plus petit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait une crosse mil-spec ne pourra pas s'adapter sur un tube tampon commercial. Donc ça c'est à prendre en compte aussi. Donc vérifiez bien que ce soit un tube mil-spec s'il a été changé. Ou alors vous le demandez, si le mec il est honnête, il va vous le dire, il n'y a pas de souci. Donc c'est pareil, hein, la petite caméra dans la chambre, voir si tout va bien, voir s'il n'est pas piqué, s'il n'y a pas eu de coup dans le canon, s'il n'est pas bagué. Alors bagué, ça signifie quoi en fait? Donc en fait bagué, ça veut dire qu'en fait il y a une cartouche qui a été bloquée à l'intérieur, donc une ogive principalement, et que ça a pu faire gonfler le canon, et il y a aussi d'autres raisons que j'évoquerai plus tard. Bon ça je laisserai les gens qui font du rechargement en parler. En fait, vous allez voir dans le canon, quand vous allez incliner le canon, vous allez éclairer à l'intérieur, ça va vous faire comme une petite bague noire à un moment donné, et donc ça c'est ce qu'on appelle un canon bagué. Donc ça c'est même pas la peine, vous ne prenez pas. Si vous devez changer un canon sur une arme, donc on va prendre une arme de collection par exemple, ça peut arriver s'il a été recanonné. Donc moi, je vais vous donner je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée avec ça, qui aurait pu être dangereuse d'ailleurs. Donc j'étais débutant, donc j'ai acheté un Lee Enfield, un numéro 4, je le reçois, oui, vérifier, truc, machin, oui, bien sûr. Sauf que moi, j'étais déjà parano à l'époque, j'ai tout démonté, j'ai voulu tout nettoyer, sauf que le canon m'est resté dans les mains. En fait, j'ai dévissé le canon à la main, c'est pour vous dire. Alors que le canon, il a été changé, et j'en savais rien du tout, il a été vendu en tant que tel, en tant que 303 British, d'accord? Donc, première catégorie pour l'époque, puisque maintenant on est en catégorie B, puis maintenant c'est en catégorie C. Alors que c'était un 303 Sporting. Ah, je vous raconte pas le foin que j'ai fait ce jour-là. Bon, bref. Donc, vous voyez, on peut facilement se faire avoir. Le problème qu'il y a sur un Lee Enfield, sur une arme comme ça et d'autres, c'est que vous avez la crosse, vous avez tout ce qui est au-dessus de la crosse qui est en bois, vous ne voyez pas ce qu'il y a là derrière. Donc, il peut y avoir une piqûre. Il a pu être broché et bidouillé pour pouvoir retirer. Donc, c'est-à-dire que, en fait, vous avez une broche. Je vais le reprendre pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe sur certaines armes. Donc ce qu'on appelle un canon broché, c'est les anciennes neutralisations qui ne sont plus du tout d'actualité à l'heure d'aujourd'hui puisque c'est interdit. Donc c'est une broche qui se mettait dans la chambre, donc elle était percée la chambre, il mettait une goupille, 2 points de soudure et terminé, c'était neutralisé. Sauf qu'il y a des petits malins qui se sont amusés, et qui s'amusent encore certainement à le faire, c'est-à-dire qu'ils mettent un petit coup de meule, ils font péter la goupille, ils taraudent, ils mettent une vis, ils vont remettre un petit coup de brasure. Ils vont faire ça propre, ils vont limer, terminé, ça se verra pas, ils vont remettre un petit coup de bronzage ou un petit coup de peinture, ça dépend, vous le verrez pas, et fini pour vous. Fini pour vous.
Vous regarderez sur le site de chez Cartry, ils en parlent de ça justement, et c'est extrêmement dangereux. Donc faites vachement gaffe à ça. Par exemple, là vous voyez sur le Linfield, on ne pourrait pas le voir. Ça demande le démontage des parties supérieures de la crosse. Donc ça, il faut le faire. Donc il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Et encore, j'en oublie. Hein. Là, je vous dis, on fait un tour global des parties les plus importantes. Alors attention à une chose. Tout le monde n'est pas malhonnête. Donc vous avez des gens qui vont revendre leurs armes d'occasion, qui sont tout à fait de bonne foi, et vous pouvez faire une très bonne affaire. N'oubliez pas que c'est un budget. Quand vous achetez une arme, n'oubliez pas de prendre en compte la revente. Ça a un coût. Donc, soyez attentifs avec l'entretien de vos armes, vous allez pouvoir les revendre correctement. Donc, voilà. Ensuite, sur les sites, vous n'avez pas l'arme dans les mains. Donc, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Soit vous appelez le gars ou l'armurier en question, il n'est pas trop loin de chez vous, vous y allez, vous allez vérifier l'arme par vous-même. Soit vous n'achetez pas tout simplement parce qu'en fait, acheter sur un site, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, c'est pas ce que je dis. C'est tout ou rien. Soit vous tombez sur quelque chose d'exceptionnel, ce qui arrive hein, d'ailleurs, et heureusement, hein, vous avez des gens qui sont parfaitement honnêtes, soit vous allez tomber sur une merguez. Ça veut dire quoi? Vous n'allez même pas pouvoir la mettre dans le barbecue pour pouvoir la manger. Hein. Et oui, donc vous allez vous retrouver avec une merguez dans votre coffre-fort ou dans votre armoire blindée, et bien terminé fin de l'histoire, vous ne pourrez plus jamais la revendre. La seule solution qui s'offre à vous, c'est de la faire réparer, donc ça va vous coûter le double. Et en plus, les recours, ils ne sont pas si évidents que ça. Ça va vous demander du temps, vous allez perdre de l'argent, et vous allez risquer d'être déçu. Et en plus, si vous êtes novice et vous commencez dans le tir, c'est un coup être dégoûté. Donc, ou alors vous faites appel à quelqu'un d'expérimenté qui va venir avec vous vérifier l'arme, ou alors vous faites confiance à votre armurier, puisque vous le connaissez depuis des années, vous achetez les armes chez lui, donc tant mieux merci, parce qu'en plus ça le fait travailler, et il va vous vendre une arme d'occasion qui a été complètement vérifiée. Quand c'est le cas, demandez un certificat de sa main, c'est encore mieux. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour rapide. Donc il y a encore pas mal de choses à voir. Donc je ferai une deuxième partie de cette vidéo sur le pour et le contre sur une arme neuve ou une arme d'occasion, arme de collection et arme actuelle. Si vous avez un budget conséquent, vous avez mis de côté ou que vous pouvez parce que vous avez les moyens, achetez une arme neuve. Je parle pour les armes actuelles, donc AR-15, arme de poing. Bon ça, là on est plus dans de la collection, hein, parce que maintenant évidemment, ils ont sorti le nouveau, mais c'est une véritable merguez. Donc, comme je le disais, donc les amis, donc ici nous avons affaire à un revolver Colt Python, donc il reste une arme de collection à l'heure d'aujourd'hui, puisque en fait vous avez les nouveaux modèles qui sont sortis, mais qui n'ont strictement rien à voir. D'ailleurs, tous ceux qui en possèdent un, à l'heure d'aujourd'hui, qui ont eu un véritable Colt Python d'époque dans les mains, pourront vous le dire. Donc là, c'est pareil. Donc si vous achetez un revolver de ce style-là, il y a vraiment des choses à vérifier. Hein, tout vous a été expliqué. Donc faites attention à ce que vous faites, soyez vigilants et n'hésitez pas à me poser des questions. J'y réponds sous 2 jours à 1 semaine en général. Donc je vous remercie d'avoir regardé les vidéos. N'oubliez pas de soutenir la chaîne, c'est vachement important. J'en ai besoin pour qu'elle soit référencée. Nous sommes 495, donc vivement qu'on monte le plus vite possible. Donc merci à vous, partagez la chaîne, mettez des pouces bleus et je vous dis à très bientôt. Salut les amis.